l'aube du 16 décembre 1944, à Mona, en Allemagne, a commencé comme beaucoup d'autres dans ces jours froids de la Seconde Guerre mondiale, le sol tremblant sous l'impact des obus américains. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Quelque chose qui a contesté toute la logique de la guerre jusque-là. Les grenades ne sont pas tombées au sol ni d'exploser contre les arbres. Ils ont fait exploser dans les airs, bien au-dessus des lignes allemandes à l'avance, devenant une pluie mortelle d'inclinaison comme les tranchées les plus profondes pouvaient contenir. Pour les soldats de la 326e division Volksgrenadier, des vétérans endurcis par le front oriental, était un carnage sans précédent. Il n'y avait aucun modèle à reconnaître, pas de zone sûre à abriter. La mort ne venait pas du sol, mais du ciel, calculée avec une précision chirurgicale. C'est à ce moment que le colonel Oscar Alfred Axelson du 40e groupe d'artillerie a pris une décision qui allait changer le cours de la bataille des Ardennes. Sans autorisation supérieure, ignorant les ordres express, il a ordonné à ses batteries d'utiliser un secret avec cette clé par les Alliés, les sports de proximité. Ces appareils, équipés de mini-radars, ont détecté la distance cible et explosé à la hauteur idéale, multipliant la létalité de l'artillerie de 50. La guerre ne serait plus jamais la même après cette journée dans les bois gelés de la Belgique. Les Allemands ne savaient pas qu'ils avaient heurté une arme révolutionnaire, capable de redéfinir non seulement cette bataille, mais le concept même du combat. Opération Watch sur le Rhin, le dernier grand mouvement d'Hitler, avait commencé avec tout pour être un succès écrasant. Avec 200 000 soldats, 1000 réservoirs et près de 2000 canons, les forces du Führer se sont cachées à travers le brouillard dense des Ardennes, promettant de partager les lignes alliées et de reconquérir Anvers. L'attaque initiale, à 5h30 ce matin-là, a pris les Américains totalement par surprise. L'artillerie allemande a tiré 1600 projectiles par minute le long d'un front de 85 km. Les renseignements alliés avaient lamentablement échoué, ils n'avaient pas détecté une accumulation de troupes, et les unités de première ligne étaient composées d'inexpéris épuisés ou d'anciens combattants envoyés dans un secteur silencieux. À Mons-Chaux, cependant, le colonel Axelson a fait face à un dilemme impossible. La 38e équipe de cavalerie, une petite unité de reconnaissance, a été avalée par une force allemande beaucoup plus élevée. L'artillerie conventionnelle ne pouvait pas contenir l'avance. Sans alternative, Axelson a adopté une attitude drastique, il a ordonné l'utilisation de sports de proximité, même s'il savait que cela pourrait être martialisé pour cela. À ce moment, il a compris que suivre le protocole signifiait la bonne défaite. Le résultat a été dévastateur. Des soldats allemands, habitués à la formation de compact, sont tombés sur un feu comme ils ne l'avaient jamais vu. Les grenades ont explosé entre 9 et 15 mètres au-dessus du sol, répartissant un rideau d'obus qui couvrait une zone beaucoup plus grande que les explosions conventionnelles. Même les plus expérimentés, qui savaient se cacher des bombardements traditionnels, ont été récoltés dans leurs tranchées, derrière des arbres ou des fossés. Il n'y avait pas d'évasion. Le sport de proximité était l'apaitement de l'innovation scientifique américaine et de la puissance industrielle. Contrairement aux grenades ordinaires, qui dépendaient d'un impact direct ou d'une minuterie inexacte, ils transportaient un radar miniature, pas plus grand qu'une boîte de café, avec 130 composants électroniques. Au sein de chacun, les ingénieurs avaient compacté des vannes redessinées thermoniques pour soutenir une accélération 20 000 fois supérieure à la gravité lorsqu'elle est tirée. La physique derrière elle était impressionnante, au moment du tir, la force d'accélération a écrasé un ampoule en verre, libérant un électrolyte qui a activé la batterie radar tout au long du vol de projectiles. Le projet, dirigé par le Dr Merle Tav au laboratoire de physique de Johns Hopkins, avait la même urgence et la même confidentialité que le projet Manhattan. Camouflé comme un révérend. Chandé de voitures d'occasion abandonnées à Silver Spring, Maryland, le site a utilisé 3% de tous les physiciens américains à son apogée. La sécurité était aussi rigide que le programme de bombes atomiques, les employés ne pouvaient pas commenter leur travail avec leur famille, et chaque sport avait un numéro de série unique pour le suivi. Les défis techniques semblaient insurmontables. Les vannes projetées pour les radios domestiques ont dû être réinventées pour résister à la tire des canons, fonctionnent en rotation extrême, fonctionnent sous n'importe quel climat et détectent des cibles sans faire exploser prématurément. La solution est venue avec la miniaturisation, une technique qui révolutionnerait plus tard l'électronique. Les tubes du Dr James Van Allen n'étaient pas plus grands qu'un caoutchouc au crayon, mais ils contenaient tous les éléments d'une valve conventionnelle. Jusqu'à décembre 1944, les usines américaines ont produit 40 000 sports par jour, avec plus de 100 entreprises impliquées, de géants tels que RCA et General Electric à des fournisseurs plus petits. Le coût du programme a dépassé $1 milliard du temps, ne perdant que contre le projet Manhattan en investissement de guerre.
La décision non autorisée d'Axelson, le 16 décembre, a provoqué une crise immédiate en charge. Il avait désobéi aux ordonnances qui restreignaient l'utilisation de spores sur la défense anti-aérienne, craignant que, si elle était capturée, soit reproduite par les Allemands. Mais l'effet dévastateur de Mona était indéniable. L'attaque allemande a été paralysée, avec des victimes si élevées qu'elles ont choqué les officiers de l'Axe même. La nouvelle est venue rapidement au siège suprême. Eisenhower, conscient de la gravité de la situation dans les Ardennes, a officiellement demandé la libération de Spore le 19 décembre. 2 jours plus tard, toutes les restrictions ont été suspendues et des grenades de proximité ont été utilisées en grande partie tout au long du front. La distribution rapide a démontré la supériorité de la logistique américaine. En quelques jours, les Spores sont arrivés dans des unités d'artillerie dans toute la région. Le 463e bataillon d'artillerie en parachute, entouré de Bastogne, a reçu son lot lorsque les Allemands ont fermé le siège de la ville. Le 420e bataillon d'artillerie blindée, avec son prêtre de M7 autopropulsé, a commencé à les utiliser pour défendre les approches nord-ouest. Le 969 TH Artillerie Bataillon, une unité afro-américaine dirigée par le lieutenant-colonel Hubert D. Barnes, a appliqué la technologie avec un effet dévastateur du sud-ouest de Bastogne. Tout le monde a découvert la même vérité, le sport de proximité n'était pas seulement une arme. C'était la différence entre la victoire et la défaite. Les pièges à proximité étaient de simples astuces psychologiques. Cette arrogance technique coûte très cher. Alors que les ingénieurs de Third Reich ont rejeté l'innovation comme une « physique impossible », les soldats américains ont transformé le champ de bataille en un abattoir systématique. Chaque explosion aérienne n'était pas seulement une détonation, c'était une leçon d'humilité technologique pour un ennemi qui croyait toujours à la supériorité de son Wunderwaffen. Les Allemands avaient leurs roquettes VE2, leurs armes secrètes, leurs réservoirs de Tigre. Mais aucune de ces merveilles mécaniques ne pouvait rivaliser avec la simplicité brutale d'un sport qui pensait pour lui-même. L'effet psychologique était aussi dévastateur que le physique. Les soldats de Wehrmacht, endurcis par des années de guerre, ont commencé à signaler quelque chose qui sonnait comme une superstition, artillerie qui est tombée du ciel comme la grêle divine. Il n'y avait aucun modèle à déchiffrer, aucun rythme à anticiper. Les grenades n'ont pas explosé sur le sol, ils ont choisi le bon moment pour déchirer l'air. Des officiers allemands capturés ont décrit comme leurs troupes précédemment disciplinées, ils ont maintenant hésité à recevoir l'ordre d'aller de l'avant. Comment combattre quelque chose qui n'obéit pas aux lois de la guerre ? A demandé un lieutenant de la 5e division Panzer dans son journal, récupéré après la bataille des Ardennes. La réponse était simple, elle n'a pas eu du mal. C'était de retour. Où était mourir ? Et la mort est venue sous des formes qui ont remis en question la logique tactique. Dans les forêts de Hürtgen, où la densité des arbres devrait protéger les envahisseurs, les sports de proximité ont transformé leur propre nature en alliés des Américains. Un obus de 155 mm faisant exploser au-dessus de la Coupe du Monde non seulement a fait pleuvoir des fragments de métal, il a démembré la forêt. Les branches sont devenues des éclats d'obus de la taille des couteaux, réduisant les hommes en deux avec une précision chirurgicale. Les Allemands, maîtres dans la guerre forestière depuis 1940, ont soudainement constaté que leur tactique était aussi utile que les boucliers en papier. Nous nous propageons pour éviter les grenades conventionnelles, a avoué un sergent de la 12e Volksgrenadier. Mais contre cela, la propagation signifiait seulement que plus d'entre nous mourions seuls. La supériorité n'était pas seulement technologique, elle était opérationnelle. Alors que les divisions allemandes dépendaient des observateurs avancés pour ajuster le feu, les Américains pourraient saturer une zone de précision aveugle. À Bastogne, lorsque le brouillard couvrait les champs de neige et les observateurs ne pouvaient pas voir à part 200 mètres, les sports de proximité n'avaient pas besoin d'yeux. Ils ont senti l'ennemi. Dans la bataille d'Elsenborn Ridge, où la première division SS Leibstandarte a tenté de briser les lignes américaines, les obus avec VT Sport, comme ils ont été appelés dans le code, ont créé une ceinture de pompiers que même les vétérans du SS n'ont pas pu traverser. Les rapports post-bataille indiquent que dans certains secteurs, les victimes allemandes ont atteint 90% en quelques heures. Pas par hasard, mais par conception. Et puis est venu le coup final, l'adaptation du spoiler pour une utilisation anti-aérienne. Les Allemands connaissaient déjà la terreur de l'Abschuss, massacre, de leurs bombardiers par l'artillerie alliée anti-aérienne. Mais lorsque les sports de proximité ont été intégrés dans des canons Bofors de 40 mm et 90 mm, le ciel au-dessus de l'Allemagne est devenu un champ de mines invisible. Messerschmitt Bf-110 Night Fighter,
qui a précédemment glissé à travers la défense britannique, ont maintenant été abattus dans des séquences si rapides que les pilotes alliés ont même confondu les explosions avec des feux d'artifice. Les missiles V-1, que Londres avait appris à craindre, est tombé du ciel comme des mouches, leur taux d'interception est passé de 17% à 79% en quelques semaines. C'était comme si les Américains avaient appris aux nuages à tirer, a écrit un officier de la Luftwaffe dans un rapport désespéré à Guerin. Le plus ironique ? Les Allemands avaient la technologie. Depuis 1940, des scientifiques de RSWaffennan, département des armes de l'armée, avaient développé des sports de proximité sans radio. Les prototypes ont été testés, des brevets enregistrés. Mais la bureaucratie nazie, obsédée par des projets grandioses tels que le canon Dora ou les mauvais chars, considérait les sports très complexes pour la production de masse. Pendant ce temps, les Américains, avec leur ingénierie pragmatique et leur chaîne d'approvisionnement industrialisée, ont transformé une idée en 22 millions d'unités jusqu'en 1945. Chacun d'eux, une condamnation à mort pour le soldat allemand qui pensait qu'il avait été sauvé derrière un arbre, à l'intérieur d'une tranchée ou sous la couverture nocturne. Le sport de proximité n'était pas seulement un pistolet. C'était la matérialisation d'une vérité gênante, dans une guerre d'innovation, l'arrogance tue plus que des balles. Et les Allemands, qui riaient autrefois de la simplicité américaine, l'ont appris aussi dur que possible, avec leurs corps dispersés à travers les forêts d'Ardena, coulés sur la rivière Égrou carbonisés dans des chars qui ne sont jamais arrivés à Bastogne. Le vrai coup à la miséricorde n'est pas venu d'une supériorité numérique ou d'une stratégie brillante, est venu de l'ironie cruelle que les Allemands ne pourraient jamais déchiffrer. Ils ont regardé ces sports dédisants, convaincus que les composants visibles étaient des appâts cachant un mécanisme primitif. L'erreur n'était pas de l'intelligence, mais de la fierté. L'Allemagne avait déjà dirigé le développement de sports de proximité avant la guerre. Rheinmetall Borsig et AEG Berlin avaient des prototypes FU. En 1940, avec des tests montrant une fiabilité à 95% utilisant des changements de capacité électrostatique, un système aussi avancé que le radar américain, sinon plus précis dans des conditions idéales. Mais en 1941, un décret d'Hitler a annulé tous les projets d'armes qui ont mis plus de 6 mois pour se rendre en production. Les ingénieurs allemands, qui avaient abandonné le problème comme insoluble, ont simplement refusé de croire que les Américains avaient fait ce qu'ils ont eux-mêmes abandonné. La blague tragique ? S'ils avaient continué, l'Allemagne pourrait avoir des sports de proximité sur le terrain dès 1941. Hermann Göring, pendant les interrogatoires d'après-guerre, a admis avec amertume que le fusible allemand était de 3 ou 4 mois de production de masse à la fin de la guerre. 3 mois. Le temps qu'ils ont pris pour les Américains pour écraser l'offensive des Ardennes. Et puis est venu Noël 1944, pas un miracle de paix, mais un massacre calculé. Alors que les soldats allemands ont tenté de se réorganiser sous l'illusion que les vacances apporteraient une trêve, le spoiler de proximité n'a pas reconnu les calendriers. Les cuisines de terrain ont explosé en feu. Les colonnes d'alimentation ont été réduites à la ferraille tordue. Les zones de concentration de troupes sont devenues des cimetières instantanés. Le 420e bataillon d'artillerie blindée a tiré plus de 1000 projectiles le 25 décembre, la plupart avec des sports de proximité. Leurs prêtres d'auto-protégés M7 n'avaient pas besoin d'observateurs avancés, ils ont transformé l'artillerie d'un pistolet de jour en un cauchemar de 24 heures, 7 jours par semaine. L'impact psychologique était dévastateur. Les Allemands avaient appris à se déplacer sous la pluie, la neige ou le brouillard, lorsqu'Aviation Allied était sur le sol et que les observateurs n'ont rien vu. Le spoiler de proximité a éliminé ce refuge. La mort est maintenant arrivée sans avertissement, dans aucune condition, avec seulement un bref coup de sifflet avant les dommages. Il n'y avait pas de cachette. Il n'y avait plus de répit. Même le meilleur d'Hitler s'est cassé. Le 21 décembre, le colonel SS Otto Skorzeny, l'homme qui a sauvé Mussolini, a presque capturé Tito et infiltré des lignes américaines déguisées en soldats américains, a lancé ses commandes d'élite contre Malmedy. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils étaient les élus, les intouchables, l'incarnation de la suprématie aryenne. Ils ont trouvé un mur d'artillerie avec des sports de proximité qui semblaient savoir où ils étaient. Les uniformes américains, qui devraient être leur camouflage, sont devenus un linceul. Les grenades ont explosé dans l'air avec une précision surnaturelle, comme si elle était détectée la trahison ci-dessous. Les nombres faibles exacts sont toujours discutés, mais l'attaque a été une catastrophe. Les pertes étaient si lourdes que Skorzeny ne mènerait jamais une opération offensive. Le pire n'était pas les morts, mais les vivants, les soldats SS, endoctrinés pour croire à l'invincibilité germanique, ont perdu la raison.
Certains, selon les rapports, se sont déroulés directement contre les lignes américaines, préférant une mort rapide à la torture psychologique de cette pluie en acier invisible. C'était l'effondrement de la discipline entre les troupes les plus fanatiques du Troisième Reich, non pas par la lâcheté, mais pour une terreur que même l'idéologie nazie pouvait surmonter. Et tout cela a été possible grâce à un miracle industriel qui a fait que Blitzkrieg semble amateur. Jusqu'en décembre 1944, plus de 100 entreprises américaines se sont réinventées pour produire des sports de proximité. Crossley Corporation a abandonné les réfrigérateurs pour créer des fusibles. La radio Emerson a échangé des radios intérieures contre des composants de guerre. Sylvania, RCA et General Electric ont dédié des usines entières au projet. Le contrôle de la qualité était brutal, chacun des 130 composants a été testé individuellement. Chaque soudage a été inspecté au microscope. Des échantillons aléatoires ont été déclenchés pour s'assurer qu'ils ont survécu au combat. Le taux de rejet était implacable, tout écart minimum signifiait l'élimination. La main-d'œuvre, principalement des femmes. Maintenait cette précision par équipe de 12 heures, 6 jours par semaine, sans savoir ce qu'il construisait. Il savait simplement que c'était vital. Ainsi, en décembre 1944, une fusée de proximité explosait toutes les 2 secondes, 24 heures sur 24. Le coût ? En 1942, chaque unité coûtait $732, soit plus que le salaire annuel d'un ouvrier. En décembre 1944, la production de masse était tombée à $18 sans sacrifier la qualité. Cette efficacité a permis de fabriquer 22 millions de fusibles pendant la guerre. Rien que lors de la bataille des Ardennes, 200 000 furent utilisés. Et puis Patton, le seul général qui comprit dès le début que ces fusées n'étaient pas seulement des munitions, mais une révolution. Sa troisième armée, avançant pour briser le siège de Bastogne, les utilisa comme armes révolutionnaires. Son commandant d'artillerie, le général de brigade Edward Williams, a développé des tactiques sans précédent, des concentrations, à temps sur la cible, avec des fusées de proximité. Plusieurs bataillons ont tiré simultanément, de sorte que les grenades sont arrivées en même temps. Lorsque des dizaines de projectiles explosaient dans les airs en même temps, à la hauteur idéale, l'effet était biblique. Les Allemands appelaient cela le bilan de la mort. Entre le 22 et le 29 décembre, la 3e armée de Patton a tiré 50 000 grenades à fusée de proximité. Le résultat ? La résistance allemande s'effondre. Le couloir vers Bastogne a été ouvert. Patton lui-même a écrit, sans mâcher ses mots, « La drôle de fusée a gagné pour nous la bataille des Ardennes. » Mais c'est à Elsenborn Ridge que le système a prouvé sa valeur maximale. Là, les 2e et 99e divisions d'infanterie tenaient un terrain critique contre la 6e armée blindée SS, y compris la 1re division blindée SS Leibstandarte Adolf Hitler. En 3 jours, du 17 au 19 décembre, l'artillerie américaine a tiré 160 000 obus. 40 000 avaient une fusée de proximité. Ces 25% de munitions sont responsables de 60% des 5 000 victimes allemandes. Le calcul était indéniable, les fusées multipliaient par 4 la puissance de feu américaine. Les attaques allemandes, lancées à plusieurs reprises depuis les pentes abruptes et boisées, se heurtèrent à des murs d'acier explosant dans les airs. Des entreprises entières ont disparu en quelques secondes. Les cadavres s'entassaient si haut que les vagues suivantes devaient escalader leur propre mort pour avancer. Au bout de 3 jours, les attaques ont cessé. L'élite de la Waffen-SS n'avait pas été brisée par les soldats mais par la technologie. Et lorsque la Luftwaffe tenta son dernier souffle l'opération Bodenplatte, 900 chasseurs attaquant les aérodromes alliés le 1er janvier 1945, ce qu'elle trouva à son retour n'étaient pas des pilotes épuisés mais des murs de tirs anti-aériens équipés de fusées de proximité. Sur les 277 avions allemands abattus ce jour-là, 172 ont été victimes de canons anti-aériens, la plupart utilisant des fusées américaines. Les pilotes entraînés à esquiver l'artillerie prédictive ont découvert avec horreur que les grenades explosaient exactement là où elles allaient se trouver. La Luftwaffe, déjà à genoux, ne s'en est jamais relevée. Jusqu'en janvier 1945, le secret ne put plus être gardé. De nombreuses grenades avaient été tirées. De nombreux corps étaient tombés. Et le monde était sur le point de découvrir ce qui avait mis fin au rêve nazi. Trop de balles ont été tirées. Trop de soldats ont été témoins de ces effets dévastateurs. Le 6 janvier 1945, le ministère de la Guerre autorisa une divulgation contrôlée, non par générosité, mais parce que le secret ne pouvait plus être contenu. Le New York Times annonce, avec une précision prudente, l'existence d'un nouveau type de grenade qui multiplie la puissance de feu américaine, sans révéler comment.
Les renseignements allemands ont enfin compris à quoi ils étaient confrontés. Trop tard. Un rapport du 10 janvier, signé par Foreign Army West, était un aveu de défaite technique. Les Américains disposent d'une fusée d'artillerie radiocommandée qui fait exploser les grenades à la hauteur idéale pour l'effet antipersonnel. Cette arme a causé de graves pertes dans notre région. Force dans les Ardennes. Il n'y a pas de contre-mesures efficaces. L'analyse d'après-guerre serait encore plus brutale. Le maréchal Gerd von Rundstedt, un homme de quelques mots et de nombreuses batailles, a admis franchement, le fusible de proximité était décisif. Nos attaques n'ont pas échoué pour le courage américain, bien qu'ils aient bien lutté, mais pour l'artillerie qui semblait avoir des yeux. Le général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e armée Panzer, était encore plus direct, l'artillerie américaine était la terreur de nos soldats. Ces projectiles qui ont explosé dans les airs, ils ont provoqué la panique même les vétérans les plus durs. Les chiffres ont confirmé le cauchemar, 200 000 grenades avec du fusible de proximité tiré, responsable de 15 à 20 000 morts allemands, jusqu'à 20% du total des bases ennemies dans l'offensive. Efficacité 5 à 10 fois plus élevée que les munitions conventionnelles, sans avoir besoin d'observateurs avancés, fonctionnant même sous le brouillard ou la tempête. La guerre était devenue une équation où la science a dicté le résultat. Mais derrière chaque statistique, il y avait des visages. Des soldats allemands, dont beaucoup d'adolescents arrachés aux écoles des derniers mois de la guerre, sont morts d'une manière que la guerre traditionnelle n'avait jamais prévue. Succédés par des armes qui semblaient savoir où elles étaient, qui les chassaient même derrière des arbres ou des tranchées. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les travailleurs américains ont payé leur propre prix. Les accidents d'usine ont été noyés pour la sécurité. Crossley Corporation et Emerson Radio Workers se sont effondrés sous le poids du secret, produisant des composants de rythme inhumain pour une arme qui ne savait même pas ce que c'était. Le silence forcé était aussi oppressant que les machines. Et pourtant, la morale de la guerre n'est jamais simple. La bataille des Ardennes a coûté 19 000 vies américaines. Sans fusible de proximité, combien de plus tomberait-il? Combien de jours de plus la guerre serait-il traînée? Combien de victimes de l'Holocauste seraient mortes tandis que les armées sont encore dignes? Chaque jour sauvé sur le devant, des milliers de personnes ont été sauvées dans les camps de concentration, attendant une libération qui ne pourrait jamais arriver. L'héritage de cette innovation a cependant transcendé le champ de bataille. Le programme de proximité fuse à stimuler les avancées qui redéfiniraient le monde d'après-guerre. Les tubes à vide miniaturisés sont devenus la base de l'électronique moderne. Les normes de contrôle de la qualité développées pour leur production sont devenues une référence industrielle. Les méthodes de coordination entre des centaines de fournisseurs ont été les pionniers de la gestion moderne des chaînes d'approvisionnement. Le Dr. James Van Allen, qui avait travaillé sur la miniaturisation des composants, appliquerait ensuite ses connaissances en instrumentation par satellite et trouverait les ceintures de rayonnement qui portent son nom. Les principes du radar ont évolué en systèmes contemporains. L'idée de capteurs autonomes qui ont décidé lors du jeu sont devenus le fondement des missiles guidés et finalement toutes les armes intelligentes. Chaque munition de précision aujourd'hui, des drones aux missiles de croisière, porte l'ADN de ce premier projectile qui a ressenti l'environnement et a choisi le moment d'exploser. La révolution a commencé dans les forêts d'Ardennes, je les résonne encore dans les champs de bataille modernes, où la guerre est verrouillée non seulement avec une force brute, mais avec des algorithmes et des capteurs. Le solde final est arrivé le 25 janvier 1945. L'offensive allemande dans les Ardennes s'était terminée par un revers total, 100 000 bas à l'équipe d'Hitler, pour rien. Les Américains ont perdu 75 000 hommes, dont 19 000 ne sont pas rentrés chez eux. Mais les fusibles de proximité avaient prouvé quelque chose au-delà de leur létalité, c'était une arme qui a gagné les guerres. Eisenhower lui-même admettrait plus tard que si les Allemands avaient dominé cette technologie, D&D aurait pu être un désastre, ou même impossible. Ce n'était pas seulement une amélioration de l'artillerie. Ce fut un changement fondamental dans les mathématiques de la guerre. Les soldats allemands qui ils ont affronté ces grenades ont vécu quelque chose de jamais vu auparavant, la mort livrée par des projectiles qui pensaient, qui les ont trouvés partout où ils se sont cachés, qui transformèrent leur propre air en un piège mortel. Son expérience a marqué la naissance de l'âge technologique dans les conflits, le moment où la science est devenue aussi décisive que la stratégie ou le courage. Du premier tir non autorisé du colonel Axelson le 16 décembre 1944 aux grenades impitoyables de 200 000 pluies sur les Ardennes, le fusible de proximité a montré que l'innovation scientifique pourrait inclure l'échelle de l'histoire. La combinaison de la capacité industrielle américaine, du génie scientifique et de l'adaptation tactique a créé une arme qui a aidé à définir le résultat de la guerre.
Mais l'histoire des fusibles de proximité est, surtout, une histoire de transformation, technologique, tactique et humaine. Elle a prouvé qu'une démocratie industrielle pourrait forger des armes d'efficacité dévastatrices. Cette innovation pourrait compenser les inconvénients numériques. En fin de compte, le côté avec la science supérieure prévaudrait probablement. Ces leçons ne effaçaient pas uniquement les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, mais la structure même des conflits qui viendraient. Dans les forêts enneigées des Ardennes, la guerre technologique est là pour rester. Les mathématiques de la mort ont été réécrites par de petits radars dans les grenades d'artillerie, modifiant à jamais la façon dont les humains font la guerre. Les soldats allemands qui sont tombés sous les explosions aériennes n'étaient pas seulement des victimes d'une bataille, ils ont été les premières victimes d'une révolution dans les affaires militaires, dont les échos façonnent toujours notre monde aujourd'hui.